qui sont les migrants? Qui sont les migrants? Oui, est-ce que c'est des hommes, des femmes, des enfants? Est-ce que vous savez c'est quel groupe d'âge? Souvent, quand je consulte des vidéos, je vois souvent que c'est des hommes dans la fin vingtaine, début trentaine. Ouais. Est-ce que vous savez quel type de personnes? Ben, c'est quelque chose comme 80-90% des hommes entre 18 et 35 ans pour la plupart. Il y a une guerre de chiffres en Europe sur la composition démographique des migrants. Le comité de la Croix-Rouge, je pense, dit qu'il y a 60-70% d'hommes dans cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire 18-35 ans. Mais ce qu'on omet de dire, c'est que les directives sur le terrain, puis c'est sorti dans des journaux en Europe, les directives gouvernementales, c'est de considérer un migrant comme un enfant, à peu près jusqu'à temps qu'il ait les cheveux gris. Là. Il y a comme parce que tu peux pas juger. La plupart d'entre eux ont perdu leur papier. Okay. C'est difficile de les identifier. Il faut les prendre sur parole. Mais il y a des photos, ils nous montrent des fois des photos de 3 enfants migrants. Puis là, je veux dire, entre toi et moi, là, les gars sont en trentaine. Mesospié 2. Mesospié 2 sont en trentaine. Fait que c'est ça. Donc les chiffres officiels, c'est peut-être quelque chose comme 60 ou 70% d'hommes. Et puis le reste, c'est des femmes et des enfants. Il y a très, très, très peu de femmes là-dedans. Il y a presque pas de femmes. Puis ce qu'on appelle des enfants, c'est souvent des adultes qui se disent enfants, puis que, par compassion, on les croit sur parole. Mais ce qui est clair, c'est ça, c'est que ce sont, pour 80-90% d'entre eux, des hommes en âge de faire le service militaire qui rentrent en Europe. Mettons ça comme ça. Et selon vous, qu'est-ce qui pousse... souvent, on entend parler que c'est des causes climatiques ou la guerre qui force les gens à se déplacer. Est-ce que vous voyez d'autres causes, comme des causes économiques? C'est sûr, probablement, c'est de la bullshit. Les causes climatiques, ça c'est juste le vernis qu'on met pour faire accepter l'immigration de masse, le flux de migrants illégaux aux Européens. Ils nous ont fait... Au début, c'était pas ça. Hein? Au début, c'était la guerre en Syrie. Hein? On nous disait que les Syriens... On nous a montré des photos de... D'ailleurs, c'est toujours des photos de femmes et d'enfants dans les journaux. Le petit enfant sur la plage qui est mort. Le petit enfant sur la plage. Ça. Fait qu'on essaie toujours d'utiliser des arguments pour attendrir la population, l'opinion publique. Mais quand cette histoire de guerre en Syrie a commencé à perdre de l'attraction, on est arrivé avec les affaires climatiques, puis éventuellement, on accepte tout le monde. C'est genre... il y a un conflit ethnique dans mon pays, réfugiés. Finalement, tout passe en termes d'excuses. Il y a des gens qui disent genre leurs voisins les aiment pas et donc finalement violence conjugale, je m'entends pas avec mon fils. Il faut les entendre, les témoignages. Hein. Finalement, c'est ça, on accepte pratiquement tout le monde. Il y a presque personne qui est retourné. OK. Les causes sont plus profondes, c'est-à-dire là, on parle des causes officielles dans les médias. Oui. Les causes sont plus profondes, c'est-à-dire là, c'est un gros sujet. Pourquoi c'est favorisé par plein d'ONG, ça. Hein? Il y a comme une volonté, premièrement, c'est-à-dire que les élites européennes, si on parle juste de l'Europe, les élites européennes vendent le slogan que la diversité est notre force et qu'il faut aller vers le multiculturalisme. Il faut briser les cohésions nationales. C'est-à-dire qu'il y a un objectif politique derrière ça, celui de briser le système d'État-nation qui est en vigueur depuis à peu près 400 ans, depuis le traité de Westphalie. Dans la logique mondialiste, la nation, c'est la guerre, l'homogénéité, c'est mal vu, etc. Et il y a un plan dont on voit apparaître dans plusieurs conférences de presse, dans des propos, hein, on voit apparaître des parties du plan, les gens en parlent. Hein, une volonté donc de briser la cohésion des nations, les blocs nationaux. Hein. Par exemple, le général Wesley Clark, qui était en charge des opérations américaines au Kosovo en 1999, a dit à CNN en direct, il a dit, on peut le retrouver, il a dit on veut plus d'États homogènes en Europe, on s'en va vers des États multiethniques, c'est l'avenir de l'Europe, des États multiethniques, et on est ici pour essentiellement bombarder la Serbie pour lui forcer la multiethnicité. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire la guerre pour imposer le multiculturalisme.
Alors, ça, c'en est un. Il y a le vice-président de la Commission européenne, je pense qu'il s'appelle Timmermans, qui dit on n'aura pas le choix, il faut ouvrir les frontières, la diversité est notre force. Il y a le vice-président américain Joe Biden qui l'a dit. Si vous tapez Joe Biden, il dit les WASP, hein, les anglo-saxons protestants aux États-Unis vont devenir une minorité bientôt. C'est une bonne chose, c'est la source de notre force. Donc, ils veulent ça, ils appellent ça. Ils travaillent activement à ouvrir les frontières, à amener les gens. Ils travaillent en collaboration avec des financiers, des ONG pour littéralement aller chercher des gens en avion. Trudeau, il a été les chercher en avion, les fameux réfugiés syriens. Ils ont nolisé des avions. Beaucoup de ces réfugiés-là étaient déjà installés au Liban, étaient installés en Jordanie. Ils sont allés les chercher, ils les ont mis dans les avions, ils sont venus les parquer au Canada. Même chose en Méditerranée. Hein, ils envoient les ONG, il y a des passeurs, c'est financé. Ils vont chercher les migrants, par exemple, au nord des côtes de la Libye. Hein, ils les mettent dans des bateaux, ils les ramènent. Il y a un trafic littéralement de personnes. Et ça, c'est voulu par le système bancaire, les élites financières, les élites politiques européennes. Et ils le disent dans des... Comme je disais Timmermans tout à l'heure, ils le disent. Là. Il y a plein de conférences de presse, de clips qui sont disponibles sur Internet où est-ce qu'ils expliquent clairement que l'objectif, c'est de faire rentrer des migrants pour avoir de la diversité. La diversité, c'est pas un corollaire, c'est pas comme une conséquence parce qu'on a besoin à cause de l'économie ou c'est pas ça, c'est un objectif politique, la diversité. C'est un objectif politique, puis ils vont trouver la raison qu'il faut pour le faire passer. Alors, dans les années 60, ils ont ouvert les frontières, hein, ils ont fait rentrer beaucoup de personnes, par exemple en France. Ils disaient en France que c'était pour le travail. On nous dit souvent ça, que c'est pour le travail. Après ça, quand ça a commencé à s'essouffler, ils ont augmenté la cadence. Ils ont dit que c'est le regroupement familial. Ils ont besoin de leur famille. Fait qu'on fait rentrer les familles, les proches des proches, puis les proches des proches des proches, puis les proches des proches. Puis là, après ça, c'est devenu les réfugiés. Là, maintenant, c'est rendu le climat. Ils vont toujours trouver un nouvel argument pour faire passer la pilule auprès d'une population maintenant qui commence de plus en plus à voir le jeu là, puis à s'en méfier. Donc, ce que vous parlez, je crois, c'est le droit du sol ou le droit du sang. Hein? Quand quelqu'un rentre dans un pays... Ça, c'est pour la citoyenneté. C'est pour la citoyenneté, c'est pas la même chose. Okay. C'est pas la même chose. OK. Selon vous, on parle souvent de droits de l'homme ou par compassion qu'on amène ces gens-là, mais comme vous dites... Les droits de l'homme, c'est le cheval de Troie. Comme un cheval de Troie, c'est l'argument qu'on utilise pour... Ils nous ont fait signer des traités dans les années 50, 60, à une époque où il n'y avait presque pas de mobilité des personnes. Il n'y avait pas de gigantesque mouvement de réfugiés comme maintenant. Fait que les gouvernements ont signé des traités comme des conventions sur les réfugiés à une époque où les réfugiés, souvent, faisaient juste traverser la frontière pour se sauver d'un conflit. On les établissait dans des camps avec des tentes. Puis quand le conflit était fini, bien, ils retournaient dans leur pays. Okay. Mais là, c'est pas ça du tout. Maintenant, on utilise la Convention sur les réfugiés pour produire, c'est du dumping social, c'est-à-dire pour littéralement transplanter des civilisations entières en sol occidental. C'est vraiment ça. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune mesure pour favoriser le retour. On n'essaie même pas de les aider sur place, hein, parce qu'on pourrait dire ça dans une optique de compassion, on pourrait dire on va les aider sur place, on va aller essayer de reconstruire le pays, de financer sur place les infrastructures, etc. Mais c'est plus ça qu'on fait, là. Maintenant, on veut activement, on les appelle, hein, comme Trudeau les a appelés, il a dit tous les migrants du monde sont bienvenus au Canada. Merkel a fait exactement la même chose en 2015. Elle a dit les frontières sont ouvertes, venez vous installer en Allemagne. Puis ils sont partis de partout. Au début, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la guerre en Syrie, mais ils partaient de l'Afghanistan puis du Pakistan pour se rendre en Allemagne. Fait que là, puis ils acceptaient tout le monde, là. Fait que c'est plus, les causes sont pas, encore une fois, c'est juste ce que les médias vendent. Les médias sont dans la logique de vendre ça puis de masquer le plus possible les causes réelles de ça. Et voilà, donc c'est ça. Le droit international maintenant est utilisé, a été complètement détourné de son sens originel et utilisé pour briser la cohésion nationale des pays, briser la souveraineté, parce que c'est ça l'objectif, là. C'est passer à un monde post-souveraineté des nations, un système mondialiste, où les États n'ont plus de frontières, c'est ça. On est rendu dans le système international à un moment de l'histoire où on veut se départir des pays, des États. OK. Puis là, on a vu, je pense qu'en 2015, Merkel a appelé l'immigrant, je crois qu'il y a eu 1,2, 1,5 million d'immigrants en un an. Cette année-là, oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'autant de migrants illégaux qui rentrent dans un pays,
ça a quel impact sur le tissu social? Bien, ça, j'en ai parlé en long et en large dans diverses vidéos. C'est justement mon sujet de recherche. Hein. On nous présente ça comme la diversité est une force, etc. Mais quand on amène autant de personnes de cultures si différentes que ça, instantanément à l'intérieur d'un pays, en fait, toutes les études, mais pas toutes, là, mais genre, il y a un gigantesque corpus d'études scientifiques, anthropologiques, sociologiques, qui démontrent que une trop grande diversité à l'intérieur d'un corps social dégrade le vivre ensemble. C'est-à-dire que les gens deviennent de plus en plus méfiants les uns envers les autres. Ce qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire que les communautés se referment sur elles-mêmes. Hein? Il y a comme des enclaves de différentes communautés qui se forment. Il y a comme quand on injecte trop de diversité simultanément dans un corps social, il y a un retour vers le tribalisme. Et c'est ça qu'on voit partout en Occident, dans les grandes villes. Hein? Je veux dire, Londres, Paris, je veux dire, Chicago, n'importe où les villes, même Austin. Et ce que ça produit, c'est une augmentation de la criminalité. Et là, je veux dire, je suis pas en train de raconter n'importe quoi, là. C'est statistique à l'appui, puis je suis capable de tout démontrer ça. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos. Et ça cause justement au sein de la population une méfiance des gens les uns envers les autres. Hein? On ne se reconnaît plus dans la société. Tu embarques dans un autobus, puis il n'y a plus personne qui est à l'image de toi. Tu sais, tout le monde parle une langue différente, tout le monde a une culture différente, une religion différente. Il n'y a plus personne qui se reconnaît. Il n'y a plus rien qui tient les gens ensemble. C'est-à-dire, on devient, ça produit une atomisation de la société. T'sais, au lieu d'être tenus ensemble, on est fragmenté puis individualisé parce qu'on ne se reconnaît plus dans la société. Enfin, c'est rendu comme une société de consommation. Il y a plus de... Exactement, société de consommation, c'est l'objectif aussi. C'est-à-dire que les gens s'identifient non plus par les fondamentaux, c'est-à-dire par leur famille, leur langue, leur identité nationale, etc., qu'on s'identifie maintenant par les marques. Tommy Hilfiger, je veux dire Nike, Apple, etc. C'est ça qui est en train de remplacer. C'est les corporations qui sont en train de remplacer les anciennes cohésions. Voilà, il y a de ça là-dedans, oui, c'est ça. Et donc, ça produit énormément d'effets néfastes et ça produit éventuellement ce qu'on appelle une balkanisation de la société. Donc, une fragmentation sur des lignes ethniques, c'est-à-dire que dans une société où est-ce que tu te reconnais plus, quand tu te reconnais plus dans le général, dans la société en général, tu vas voter tribal. C'est-à-dire les gens votent dans un quartier où est-ce qu'il y a beaucoup de Grecs, les gens votent Grecs. Dans un quartier où est-ce qu'il y a beaucoup de Chinois, les gens votent pour un candidat chinois. Puis ça devient comme du clientélisme. Et on voit que les politiciens, justement, maintenant, vont courtiser certaines communautés dans certains quartiers. Ils vont s'habiller comme la communauté pour aller prendre le vote de cette communauté-là. Puis après ça, parce que les communautés vont voter en fonction de leur intérêt culturel, ethno-culturel. Et ça provoque éventuellement, comme je dis, une balkanisation et éventuellement même poussé à l'extrême si on continue. Je veux dire, une guerre de tous contre tous. La guerre civile comme en Yougoslavie, c'est exactement ça qui s'est passé en Yougoslavie. Ça a été ce qu'on appelle les Balkans. J'ai dit balkanisation, les Balkans. C'est toutes sortes de petites communautés partout, là, fragmentées comme une Macédoine de différentes cultures. C'est difficile de créer du lien social quand c'est aussi fragmenté que ça. Puis éventuellement, ça crée du conflit et de la guerre. C'est ça, comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est ça justement que les élites veulent. C'est pour ça qu'ils veulent plus de cohésion nationale, de blocs nationaux qui peuvent leur résister. Ils veulent fragmenter les États pour être capables de faire entrer en conflit les gens les uns avec les autres, puis c'est eux avec eux comme les maîtres du jeu. Tu donnes un petit peu plus d'argent à une communauté pour qu'elle fasse telle affaire, puis ça devient facile de diriger. À partir du moment où les gens ne sont plus ensemble, ça devient facile de diriger puis d'être comme le chef d'orchestre, d'organiser les conflits puis de gérer le processus politique. Donc, tous ces migrants illégaux qui débarquent en Europe, ils ont sûrement une influence sur les élections. Hein. Les partis plus patriotes, mettons comme le Front National, auraient moins de chances de remporter une victoire électorale. Est-ce que vous croyez que ça fait partie un petit peu du plan? Oui. Regarde, prenons une association étudiante. Tu as une association étudiante, par exemple à votre collège, qui vote généralement pour la grève, mettons qu'elle vote pour la grève. Là, tout d'un coup, le directeur du collège décide de faire rentrer 4000 étudiants d'ailleurs pour venir voter
dans les élections de l'assaut étudiante pour briser les grèves. C'est ça qui se passe avec les migrants aussi, c'est qu'ils viennent ici, puis encore une fois, c'est des statistiques qui sont démontrables. À 90%, aux États-Unis, ils votent à 90% pour le Parti démocrate, 80-90%. Au Canada, c'est le Parti libéral. En Europe, c'était le Parti socialiste, surtout. Ouais. Bon, il y a des régularités et on utilise justement ce vote-là. Hein. C'est des gens qu'on fait rentrer. Hein, donc, à chaque fois qu'on fait rentrer des gens de l'extérieur, on perd une partie de la valeur de notre vote. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, oui. Et donc, c'est ça. Et c'est les migrants qui rentrent votent toujours d'un bord. Hein, du bord du mondialisme et puis de plus. En tout cas, moi, je veux dire, il y a une logique à tout ça, comme tu dis, oui. Tout à fait. Selon vous, plusieurs parlent que l'immigration, dans notre cas, c'est les migrants illégaux, apporte de la richesse à un pays. On dit qu'on investit dans eux, puis là, avec le travail qu'ils vont faire, ils vont pouvoir payer de l'impôt. Oui. Est-ce que, selon vous, c'est un fait qui est vérifiable? Ben oui, ça a été vrai. Il y a des études, justement, une étude de l'Institut Fraser. Et ils ont publié d'ailleurs un livre là-dessus qui s'appelle The Effect of Mass Migration on Canadian Living Standards. Alors, qui explique justement qu'il y a eu comme 3 phases d'immigration. Une phase comme avant les années 90, une phase après les années 90, puis une phase comme relativement récente d'immigration. Il dit effectivement que les immigrants qui arrivaient avant les années 90 étaient créateurs de richesse. Il y avait moins de programmes pour les immigrants, donc ils arrivaient ici, il fallait qu'ils se trouvent quelque chose tout de suite. Là. Il n'y avait pas de... ils travaillaient tout de suite, puis il y avait moins de ressources gouvernementales, et plus on avance dans le temps, plus l'immigration coûte cher, moins elle est compatible. On va la chercher de pays très, culturellement incompatibles. Et présentement, les statistiques de l'Institut Fraser démontrent qu'au Canada, c'est 23 milliards de dollars par année que coûte l'immigration légale. Là, je ne parle pas des illégaux, là. Ça a été publié dans la presse, je pense, c'est Radio-Canada. Cette étude-là a été publiée. L'immigration légale coûte au Canada 23 milliards de dollars par année, c'est-à-dire à peu près 5 milliards de dollars au Québec. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 5 milliards de dollars. Présentement, l'immigration, elle ne favorise pas économiquement les pays. C'est faux de dire ça. Elle favorise économiquement peut-être certains patrons. Hein, des gens qui ont du cheap labor, là, qui sont capables d'avoir... d'utiliser l'immigration pour faire baisser les salaires, parce que c'est ça que ça fait. Hein. Quand tu augmentes l'offre de travail, hein, quand il y a plus de main-d'œuvre, on peut baisser les salaires parce que les gens sont en compétition. Donc ça favorise un peu certains patrons. Mais pour la société en général, pour les finances publiques, c'est un trou, c'est un gouffre sans fin qui a été chiffré à 23 milliards de dollars pour le Canada, donc à peu près 5 milliards pour le Québec. Imaginez, présentement, l'immigration, on la finance avec la carte de crédit. Donc, vous avez parlé d'une coupe de milliards. C'est la carte de crédit, c'est sur le déficit. Présentement, c'est sur le déficit qu'on fait. On finance ça. Là, on a un déficit d'à peu près 16 milliards au Québec, je ne sais pas trop. Là. On prend, pour financer ça, là, tout ce qu'on finance, tous les gens qu'on reçoit, c'est sur le déficit. C'est-à-dire c'est nos enfants qui vont payer ça. Donc, on peut dire que pour financer ça, les gens qui travaillent payent de l'impôt. Cet impôt-là, il y a une partie qui va pour ces gens-là. Pour ces gens-là. Alors qu'on pourrait, dans une société normale, on prendrait l'argent, puis au lieu de l'investir dans l'immigration, on l'investirait dans les familles, ici, pour que les gens aient des enfants. Les gens n'ont plus d'enfants parce que ça coûte trop cher. Pourquoi ça coûte trop cher? Parce qu'on les siphonne d'impôts, alors qu'on pourrait prendre l'argent. On siphonne les gens d'impôts pour financer l'immigration. Ça n'a pas d'allure. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout dans le système. Au minimum, on prenne l'argent des impôts puis qu'on finance pour, comme par exemple le 5 milliards, qu'on mette ça en mesure d'aide à la famille. Avec cet argent-là, on pourrait faire comme, mettons, une famille qui a 2 enfants, voit la moitié de son hypothèque payée après 3 ans. Okay. Il y a plein de... Si on arrêtait de financer l'immigration, on serait riche. On serait riche, tout simplement. Et je vous ai entendu dire que autant d'immigrants illégaux fait monter... Est-ce que c'est vrai que ça fait monter les loyers? Est-ce que là... Il y a plusieurs personnes qui arrivent, puis là, c'est comme une bataille là, parce que les loyers. C'est sûr que, mettons, il y a 10 000 logements disponibles à Montréal. Hein, il y a 10 000 logements vacants disponibles à Montréal, mais il y a 50 000 immigrants qui rentrent. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire sur les loyers? Il y a 10 000 logements disponibles, il y a 50 000 personnes qui rentrent.
les loyers vont monter. C'est sûr. C'est ce qui se passe dans toutes les villes, là, les grosses villes qui accueillent beaucoup de migrants, Paris, Londres, San Francisco, etc. Les loyers augmentent. Ça crée de l'itinérance. Les gens sont plus capables de payer leur loyer, hein, parce que les migrants vont surtout aller chercher. Qu'est-ce que les migrants vont aller chercher? C'est des loyers modiques. Tu sais, les loyers pas chers. Les HLM. Les HLM, ils vont prendre les logements sociaux. Ils ont priorité sur les logements sociaux, on pense ça. Ils ont priorité. Pas les Canadiens, pas les Québécois, là. C'est les migrants qui ont priorité sur les logements sociaux. Puis après ça, sur les logements à loyer modique, je veux dire, pas juste les HLM, mais je veux dire les maisons pas chères, là. Quand tu as 6 personnes, quand tu as 20 personnes qui veulent le même truc, ben, un propriétaire va augmenter son loyer, c'est normal. Fait que ça crée une pression sur les loyers. Ça, c'est favorable aux banques, par exemple. Parce que les banques, là, les prêts des banques, sont basés sur les hypothèques. C'est basé sur l'immobilier. Quand la valeur immobilière augmente, les banques sont bien contentes parce que leurs prêts sont garantis. Fait que ce que ça fait, l'immigration de masse, c'est que ça dessert le petit peuple, le monde ordinaire, qui sont plus capables de se trouver des loyers à prix décent parce qu'il y a trop de demandes. Cependant, les banques sont bien contentes parce que leurs hypothèques sont garanties. Vous comprenez que c'est pas une mesure sociale, comme on dit. C'est pas une mesure de gauche. C'est pas une mesure de gauche, c'est de la compassion mal placée. C'est de la compassion pour des personnes qui n'ont jamais contribué à la société au détriment de ceux qui vivent déjà ici. Comme les itinérants, eux autres, ils ont pas, dans les pays d'Europe, les itinérants n'ont pas d'aide. Exactement. Exactement. Les itinérants, il n'y a aucune mesure d'aide là-bas. Des graines, des pinottes comparées aux migrants qui sont logés dans des hôtels. Au Canada, les migrants sont logés dans des hôtels. Alors que les itinérants, ils dorment... moi, j'ai fait mon jogging ce matin dans le parc La Fontaine. Il y a un gars qui était avec son sac de couchage d'hiver là, sur le banc de parc. Lui, il n'y a personne qui a trouvé un logement. Il n'y a pas d'aide. Cependant, tous ceux qui arrivent au chemin Roxham, ils ont un chèque, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. On a vu aussi qu'avec toutes ces conséquences-là, on raconte souvent dans les médias qu'il y aurait une montée de l'extrême droite. Je ne sais pas si vous avez des propos. Est-ce que c'est fondé, premièrement? Il faut juste s'entendre sur c'est quoi la définition de l'extrême droite. Puis à partir du moment où tu définis c'est quoi l'extrême droite, tu te rends compte qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Québec, il n'y a pas d'extrême droite. Et en Europe, il y en a. En Europe, il peut en avoir de l'extrême droite. Oui, c'est marginal. Une montée d'extrême droite, non, ça n'existe pas. Quand tu regardes ce que les médias vont qualifier d'extrême droite, tout ce qui est contre le système mondialiste. Tout ce qui s'oppose, tout ce qui est nationaliste maintenant, de toute façon, c'est rendu d'extrême droite. C'est-à-dire, Gandhi était d'extrême droite. Je veux dire, si tu prends la définition présentement des médias, Gandhi, c'était un gars d'extrême droite. René Lévesque, à la limite, il disait que 20 000... René Lévesque, ouais, c'était un gars d'extrême droite. Il disait que 10 000, c'était trop. Ah, je croyais que c'était 20 000, 10 000. Je pense que c'est 10 000. En tout cas, je ne sais pas. C'était au début du ministère des Migrants. Donc, tu regardes que toutes les figures emblématiques, De Gaulle, c'était un extrême droite. Avec la définition avec laquelle ils opèrent maintenant, Churchill, c'est complètement ridicule. Ce qu'ils disent, c'est complètement ridicule, c'est du spin médiatique. Ça sert à, encore une fois, quand le truc sur les arguments sur le climat, sur la guerre en Syrie ne fonctionnent plus, ils utilisent la peur pour faire en sorte que les gens se sentent cheap, d'exprimer leur opinion. C'est du comment je pourrais dire, l'intimidation médiatique. OK. On a vu aussi, j'ai vu souvent des vidéos, je me suis beaucoup renseigné sur la jungle de Calais. Les gens qui se rendent là-bas, qui partent d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, ils marchent. Donc, sur eux, ils ont des sacs. On voit souvent les migrants jeter des trucs par terre. Est-ce que vous croyez que les migrants qui arrivent en Europe polluent? Je sais pas. Vous savez pas. Ben, je veux dire, on sait que le long des routes, les routes de migrants, il y a comme plein de bouteilles d'eau, mais je sais pas si c'est pas ça. Selon moi, c'est pas ça le plus gros problème. Okay. Ce qui est fascinant, c'est de savoir, c'est qui paye pour tout ça. Pour décontaminer. Non, qui paye pour toutes les bouteilles d'eau, pour qui les organise, qui paye pour ça. Puis il y a une partie de ça, c'est notamment été financé par le financier George Soros. Ces organisations, la Open Society Foundation, a financé justement les migrants en leur donnant des conseils juridiques sur la façon de contourner les lois, de rentrer illégalement dans les pays. Ils l'ont financé, ils leur donnent des repas, de l'eau, comme la caravane là, au Mexique qui s'en va aux États-Unis. Mais ça, c'est financé. Je veux dire, regarde, pense-y, c'est un voyage de 3-4 mois. Ça prend 3 repas par jour.
2 litres d'eau par personne par jour, des sleeping bags pour dormir, des changements de vêtements, pour 4, 5, 6, 7, 8 000 personnes. Qui finance ça? Les médias ne posent jamais la question. Regroupement, comment je pourrais dire, ces colonnes de migrants sont financées, organisées, prises en charge. Oui, il y a comment je pourrais dire, il y a de la pollution sur le chemin, mais c'est pas ça la question principale selon moi, c'est qui est derrière ça. Hein? Puis pourquoi les médias n'en parlent pas de qui est derrière ça? OK. Tantôt, avant de commencer l'entrevue, on parlait de Merkel. Merkel, on sait qu'en 2015, elle a appelé les migrants à venir à rentrer en Allemagne. Elle a incité les gens. Est-ce que vous croyez que cette politique a fait des victimes? Elle incite les gens d'Afrique à venir en Europe. Il y a eu beaucoup de noyades. Est-ce que vous croyez que Merkel a une part de responsabilité? Il y a plein de mimes, hein, où est-ce qu'on la voit, Merkel avec du sang sur les mains. Pas juste chez les migrants, là. Il y a des migrants, oui, c'est ça, elle les a invités, là, ils se sont précipités à travers la Méditerranée, il y en a plein qui se sont noyés. Au lieu de les aider dans leur pays, on s'entend, là, c'est pourquoi s'il y a un problème, pourquoi on les aide pas, pourquoi on les appelle en Europe, c'est ça la question. Hein, pour, encore une fois, garantir les prêts des banques, favoriser le patronat, avoir du cheap labor, faire baisser les salaires, il y a tout ça là-dedans, mais aussi pour imposer la diversité, comme on l'a dit au début, hein, cet objectif, cette finalité politique pour l'Europe. Mais elle a du sang sur les mains, donc pour ceux qui sont morts dans la traversée, mais aussi pour... il y a eu une vague, il y a eu une augmentation de quelque chose comme 1000% des viols en Europe. À Cologne, au jour de l'an. À Cologne, ben ça c'est un cas médiatisé, mais partout comment je pourrais dire, les services de police vont vous le dire, là, la petite criminalité, les vols à main armée, les tabassages, les attaques au couteau, je veux dire... les viols sont en augmentation depuis 3-4 ans en Europe, de façon stable depuis un certain temps. Mais depuis 3-4 ans, il y a comme une augmentation incroyable de tous ces méfaits-là. Et oui, ils ont du sang sur les mains. On a vu aussi à Calais beaucoup de migrants qui courent en arrière des camions. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'incivilité. Parce que ces gens-là, ici, quand ils arrivent ici, ça fait 3 mois qu'ils sont ici. Ils n'ont pas de famille ici, ils ne sont pas attachés à rien, ils n'ont pas de réputation à défendre. Vous comprenez? C'est essentiellement c'est attraper ce que vous pouvez. Saisissez-vous de ce que vous pouvez. Alors, quand ça fait, comme mettons, 10 générations que ta famille est ici, que tu as un nom bien établi, etc., tu ne veux pas faire le con. T'es comme, tu veux pas perdre ta maison, tu veux pas que tes amis te trouvent comme ci, comme ça, que tes parents aient... T'as tout à perdre. T'as tout à perdre. Alors qu'eux autres, quand ils arrivent ici, ils ont rien à perdre. Puis même que, un séjour en prison, c'est peut-être même mieux. Un séjour en prison ici, c'est peut-être mieux que genre leur quotidien là-bas. Ils sont nourris. Ouais, c'est ça. On dit aussi que les gens qui vont au Calais tentent de traverser la Manche. Hein, c'est ça. Ils veulent aller en Angleterre principalement. Ouais. Là, on a vu en Angleterre, il y a beaucoup d'attaques. J'ai vu aussi dans quelques vidéos, il y a beaucoup de prières de rue. Les gens commencent à ressentir une certaine frustration. On a vu aussi, je ne sais pas si vous connaissez Tommy Robinson, journaliste qui a fait de la prison pour avoir exposé les faits. Ouais. Là, on peut voir que des conséquences... Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est parce que, par exemple, les services de police en Angleterre, il y a comme... Partout dans les institutions, il y a cette espèce de ces séminaires de sensibilisation à la diversité et au racisme. Fait que les corps de police maintenant ont peur d'arrêter quelqu'un d'une minorité culturelle pour ne pas se faire accuser de racisme. Fait que ça a fait en sorte que au cours des 15 dernières années, ils ont notamment des gangs de proxénètes pakistanais, ils ont pu opérer pratiquement sans interruption de la police, parce que la police ne voulait pas stigmatiser la communauté. Je ne sais pas si vous comprenez. Si ils voulaient gérer les perceptions des Anglais de souche. S'ils arrêtaient les proxénètes pakistanais, ça allait mal faire paraître la communauté pakistanaise et donc engendrer du racisme. Et pour éviter d'engendrer du racisme, ils les ont laissé faire. Peux-tu imaginer ça? On est rendu là dans la folie de la diversité, c'est-à-dire qu'on laisse commettre des crimes, on donne, je ne veux pas dire carte blanche, là, mais on est aveugle, on laisse passer beaucoup de choses pour favoriser la diversité, disons. Okay. Et selon vous, dans les prochaines années,
qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que le phénomène va s'accélérer? Qu'est-ce que, selon vous... Partout en Europe, premièrement, là, il y a comme un réveil des nations. On commence avec la libre circulation de l'information sur Internet, les gens commencent à échanger des informations puis voir que les médias sont pleins de marde. Hein? Quand ils nous présentent des femmes enceintes, là, il n'y en a pas des femmes enceintes dans les colonnes de migrants qui rentrent. Là. En caravane au Mexique, là, qui s'en vient, donc, les gens commencent à voir à travers le jeu des médias et commencent de plus en plus à voter pour des partis qui proposent des limites, au minimum, des limites à l'immigration. Hein. Par exemple, en Italie, il y a le gouvernement Conte, Salvini, Viktor Orban, il y a le Danemark, le gouvernement a mis en place plein de mesures justement pour réduire les effets néfastes de la diversité, ramener les valeurs du pays. Aux États-Unis, ils ont élu Trump, quoi que les gens en pensent, il y a des raisons derrière ça. Les peuples sont essoufflés, puis commencent à voter, indépendamment de ce que les médias disent. On n'écoute plus les médias, là, puis indépendamment de ce que les médias disent, commencent à voter pour des gens qui leur disent, comme au Québec avec la CAQ, là, on va prendre une pause un petit peu, là, ça fait beaucoup, puis on veut préserver notre société. Et est-ce que vous croyez que l'Union européenne est un boulet pour les pays? Les pays n'ont plus de pouvoir de décision. Maintenant, c'est l'Union européenne. Ouais, les gens doivent savoir que l'Union européenne, là, les pays n'ont presque pas de puissance en Union européenne. Ils doivent envoyer leur budget à l'Union européenne. La France, là, elle n'est pas souveraine. Quand elle passe un budget, elle doit envoyer le budget à l'Union européenne. Puis l'Union européenne, c'est des gens qui ne sont pas élus. Là, hein? Les commissaires ne sont pas élus, c'est des technocrates. Ils regardent le budget de la France, d'un pays souverain, et puis ils disent tu vas changer ça, puis cette taxe-là n'est pas bonne, ou bien cette mesure-là, là, c'est trop social, modifie ça. C'est des pays qui ont accepté d'ouvrir leurs frontières, de perdre le contrôle de leurs frontières et de leurs finances. Essentiellement, les pays en Europe ne sont plus des pays, des États-nations, comme au sens traditionnel du terme. Alors, quand les leaders souverainistes au Québec nous disent on prendrait l'Union européenne demain matin, comme a dit Gilles Duceppe, puis je pense Bernard Landry, on a présentement au Québec, l'Assemblée nationale a plus de pouvoir que l'Assemblée nationale française. En tout cas, au moins, on contrôle notre budget. Est-ce que c'est vrai que... Donc, l'Union européenne, présentement, initialement, c'était une bonne idée, mais comme beaucoup d'institutions, comme les traités dont on parlait tout à l'heure, ça a beaucoup changé, et maintenant, c'est rendu un organisme de destruction de la souveraineté des États. Hein? Comme ce dont on parlait tout à l'heure, du mondialisme, ce qui serait possible, et donc l'Union européenne est néfaste pour les peuples et pour les nations. Ce qui serait intéressant, c'est une Europe des nations, comme le souhaitait le général de Gaulle. De Gaulle voulait une Europe des nations, c'est-à-dire, c'est pas ça présentement, c'est-à-dire des pays libres et souverains qui discutent entre eux, qui collaborent ensemble. Mais c'est plus ça, c'est une institution qui mange, qui bouffe les États à l'intérieur. On a vu aussi que l'Union européenne impose des quotas à certains pays. Quand certains pays, comme mettons la Hongrie, refusent, il y aurait des pénalités pour ces pays-là. Oui, c'est ça. Alors, on dit à un pays supposément souverain, tu vas prendre cette année 200 000 migrants. Là, c'est des technocrates non élus qui disent ça, qui dictent ça à un gouvernement qui vient d'être élu, là. Un gouvernement qui a la légitimité démocratique, l'appui du peuple. Alors, des technocrates non élus leur disent, cette année, c'est ça ton quota. Si t'es pas content, tu fermes ta gueule, sinon on t'impose des amendes. Hein? Fait que c'est comme ça. C'est pour ça que les gens veulent sortir de l'UE, de l'Union européenne. Hein, les Anglais l'ont fait avec le Brexit, puis partout on parle de Italexit, de Frexit, etc. Les gens veulent sortir de là parce qu'on se rend compte que c'est un piège et que c'est une nouvelle forme de totalitarisme soft. Donc, on peut dire que l'Union européenne, c'est pas la démocratie. C'est le contraire de la démocratie. C'est absolument le contraire de la démocratie. Là, on a vu qu'il y a plusieurs migrants illégaux qui rentrent dans le pays. C'est quoi les conséquences sur les systèmes scolaires? Tu sais, là, il y a plusieurs personnes qui arrivent, ne parlent pas nécessairement, mettons, français, pour ceux qui arrivent en France. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils construisent des écoles? Des ressources? Il y a un manque de place, évidemment. Imaginez être un professeur, là... au primaire, mettons, puis là, dans ta classe, il te reste juste quelques petits Québécois. Tout le reste, ce sont des gens qui parlent même pas nécessairement français. T'enseignes comment là-dedans? C'est des gens qui parlent anglais, on les pacte dans les classes. On voit que tout ça est, ça tient pas la route. Le gavage de migrants au sein d'une société, de la façon dont on le fait maintenant, ça tient pas la route, ça détruit tout.
ça va détruire le cheminement scolaire des enfants qui sont ici, qui sont nés ici, notamment. Le professeur va devoir... tu as un professeur pour une classe de, je sais pas, comme 30 quelques, et puis il y en a comme la moitié là-dedans qui ne parlent pas nécessairement français ou qui parlent, qui ont des attitudes totalement différentes des nôtres. Des fois même, on rend des personnes, comme avec les réfugiés syriens, là, on rentrait des personnes qui étaient beaucoup plus vieilles dans des classes, des gens qui auraient dû être au secondaire ou comme au collégial dans des classes de secondaire. Donc des gens qui ont vécu la guerre dans les classes ordinaires. Il y a eu plein de problèmes. C'est n'importe quoi présentement. Ça affecte évidemment la capacité d'apprendre des enfants. C'est sûr. Donc, ça génère aussi de la violence. Il y a plein d'études en France. Il y a plein des études et des cas, des statistiques qui sortent, genre en Suède, en France. Je les ai cités dans certaines de mes vidéos. Il y a une augmentation de 200-300% de la violence dans les écoles parce qu'il se passe exactement à l'école ce qui se passe dans le reste de la société. C'est-à-dire, les gangs se mettent ensemble puis commencent à se chicaner entre eux. Trop de diversité, trop rapidement, c'est ça que ça fait partout, tout le temps. C'est une constante humaine. Donc, on peut en déduire que ça a une incidence négative sur les jeunes élèves du pays d'origine, comme les Français, les Italiens. Tout, exactement. Si tu veux des statistiques là-dessus, j'ai des études, tu peux les trouver, je t'enverrai ça par courriel, les statistiques qui montrent justement que ça affecte le vivre ensemble à l'école, la qualité de l'éducation, etc. C'est des études scientifiques, genre sociologiques, qui le démontrent. Les conséquences politiques aussi, que c'est intéressant, ce qui se dessine, c'est qu'on voit plusieurs pays, les Le Pen, le gars en Italie, j'ai son nom, Salvini. Salvini, oui. Salvini, c'est le ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est le gouvernement Conte. OK. Ouais. On voit plusieurs partis de certains pays oui. se faire une coalition. Wilder, je crois, aux Pays-Bas. Il n'est pas élu, lui. Il n'est pas élu, mais il y a quand même... les partis, oui, les unions entre les partis, oui. Okay. En effet, oui. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour ces partis-là qui collaborent? C'est ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire avec l'élection de Salvini. Là, il y a une Europe, il y a une guerre politique en Europe entre comme deux blocs. Le bloc nationaliste et le bloc mondialiste. Le bloc nationaliste avec notamment Salvini, comme tu disais, Orban, Le Pen, etc., versus, puis il y en a d'autres aussi, d'autres partis, versus le bloc mondialiste, c'est-à-dire Macron-Merkel essentiellement. Un bloc qui veut se débarrasser des États. Partout, l'objectif, c'est de se débarrasser du système d'État-nation, et des peuples en l'occurrence. Et puis il y a une partie des gens qui disent non, nous autres on veut garder notre pays, on veut garder notre continuité historique, on veut continuer à exister en tant que peuple, on ne veut pas se faire fragmenter, se faire diversifier, se faire finalement liquéfier dans une espèce de bassin mondial. On veut garder notre histoire. Et cette Europe des nations, qui est l'Europe de Gaulle, se bat contre l'Europe mondialiste des Macron-Merkel. Et il y a des élections européennes qui s'en viennent, et on va voir là, des gros conflits politiques sur ces lignes de fracture-là. OK. Selon vous, comment vous interprétez le travail des gouvernements comme Macron face à cette situation-là? Est-ce que vous croyez qu'ils sont incompétents? Non, ils ne sont pas incompétents. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font, là. C'est des marionnettes. OK, vous dites que c'est pas eux qui prennent les décisions, non, mais... c'est pas eux. Okay. Ils ont tous comme des conseillers. Et beaucoup de ces conseillers-là viennent du système bancaire international. La charge anti-nation, anti-pays, anti-peuple vient du système bancaire. Ça c'est un autre sujet. Vous avez juste à écouter des personnes comme Jacques Attali. Oui, j'en ai écouté. Il va vous expliquer c'est quoi le plan mondialiste là, très rapidement. J'ai pas besoin de moi de le faire. Écoutez Jacques Attali. Voilà. Plus de pays, plus de peuple, plus rien. Des individus, pas de famille non plus. Juste des individus libres. Comme dans les livres là, que vous avez lus là, en philo, là, Le meilleur des mondes, 1984, c'est ça le plan. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que ça devient des citoyens déracinés. Oui. Il n'y a plus de lien collectif, mais ça devient que des consommateurs qui pensent à eux-mêmes. Et voilà, okay. That's it. Je crois qu'on a fait le tour. Je veux peut-être juste ajouter que dans l'eau, il y a des immigrants qui s'intègrent bien. Là. On s'entend. Moi, j'ai été marié 20 ans avec une Asiatique.
puis on a un enfant, puis c'est un métis, là. C'est pas une question de... On parle ici de statistiques, puis de quantité. C'est-à-dire, dans n'importe quoi, quand tu essaies de cuisiner, par exemple, tu essaies de faire un plat, mettons, tu essaies de faire une mayonnaise. Tu mets de la moutarde, tu mets de l'huile, tu mets du vinaigre, et puis, mais tout doit être en bonne proportion. Oui, ça va balancer. Puis, si tu veux qu'il y ait comme du lien social, si tu veux que ça pogne, faut pas que tu mettes comme genre, après, comme une tonne d'huile, tu comprends? Puis là c'est ça qu'on fait, là. C'est débalancé. Le système est débalancé présentement, puis il faudrait revenir à des niveaux d'immigration beaucoup plus stables, comme la moitié moins au Québec. Au Québec, on en prend comme 40-50 000, puis il faudrait en prendre, alors qu'en France, c'est, selon la même proportion, c'est à peu près 28 000, les États-Unis 20 000, l'Italie 20 000, l'Angleterre à peu près 20 000 aussi. Nous autres, on est comme 2-3 fois plus que tout le monde. Alors, c'est comme une éponge aussi. Une éponge, ça peut absorber. T'sais. Et si tu continues à verser, puis à verser, puis à verser, à un moment donné, l'éponge n'absorbe plus. Hein? Ça commence à déborder. C'est un peu ça la métaphore avec l'immigration. C'est-à-dire qu'au début, on était capable d'absorber les gens, puis on les intégrait bien. Là, maintenant, c'est qu'il y en a tellement, puis on verse tellement d'eau que l'éponge du Québec, le tissu social québécois, est plus capable d'absorber. Fait qu'il ne s'intègre plus. J'ai vu une vidéo il y a peut-être 2 ans où il y a un scientifique, il avait des plats de bonbons. Oui, elle est très bonne celle-là. Il disait que quand on amène, mettons, 100 000 personnes, mettons, de la Turquie, par exemple, on n'aide pas la Turquie parce qu'on enlève les cerveaux, les leaders du pays qui pourraient reconstruire le pays. C'est ça. En fait, on les aide pas. On les appauvrit. On les appauvrit. Oui, c'est ça, exactement. Il faudrait les aider. Moi tu me demandais, une de tes questions, c'était les mesures qu'on pourrait faire pour régler ça. Là. Eh bien, ça serait de régler la dette du tiers-monde. OK. Encore une fois, c'est le système bancaire. Si on réglait la dette du tiers-monde, ça irait mieux sur la Terre. Les gens pourraient bien vivre chez eux, hein, parce que c'est traumatisant pour un migrant aussi. Quand il vient ici, il arrive dans une culture complètement différente. C'est un stress. Lui aussi est désemparé. Si on les aidait je suis sûr que les peuples sur la Terre seraient beaucoup plus heureux, hein, comblés en harmonie si on réglait la question de la dette. Tu aurais comme une Afrique prospère, tu aurais une Amérique du Sud prospère, tu aurais comme une Asie prospère. Sans la dette, c'est la dette. Le problème, c'est la dette. C'est ça qui crée tous les débalancements. Puis c'est ceux qui contrôlent la dette qui, justement, sont en train de piloter ce projet-là, de faire s'effondrer le système d'étonation au profit d'un système mondial. Alors moi, je dis, pour aider les pays, les migrants, les pays africains, les peuples de la Terre, réglons la question de la dette. Puis s'il y a d'autres, effectuons aussi des transferts de technologie. Ouais. Tu sais, comme pour, par exemple, des médicaments, il y a des médicaments brevetés ici qu'on pourrait donner gratuitement. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais c'est pas du tout ça. Il y a comme rien des réelles solutions qui sont mises de l'avant. C'est juste des fausses solutions. C'est juste des succès d'années de solutions qui font juste aggraver la crise, générer plus de chaos, puis parce que ce qu'on veut, c'est détruire, c'est pas construire. Ouais. Voilà. Parce que ça, plus que tu amènes de personnes d'un pays, souvent, c'est, entre parenthèses, c'est la crème qui viennent. Donc, ces pays-là, au lieu d'aider leur pays à se reconstruire, d'aider les leaders de demain, ben, les pays d'Occident comme la France, l'Angleterre, viennent chercher ces gens-là pour... Mais c'est pas juste la crème, hein, disons... Non, il n'y a pas juste la crème, non. Il y a beaucoup de... notamment l'État islamique a dit qu'elle allait infiltrer les flux migratoires. Ils l'ont dit, ça, on va venir en Europe et aux États-Unis à travers le flux de réfugiés. Alors, bon. Mais c'est ça, donc... mais c'est ça, moi je conclurai là-dessus. Je dirais que sur une note positive, c'est les banques. Il faut régler le problème des banques. L'espèce de création monétaire ex nihilo, ils créent de l'argent à partir de rien. Les États leur doivent de l'argent, les autres ils impriment du papier, puis les États contrôlent les États, contrôlent la dette, ruinent les pays. Réglons le problème des banques centrales, remettons la dette du tiers-monde, effectuons des transferts de technologie en Afrique, etc. Puis tu vas avoir une planète Terre, une belle planète Terre verte et harmonieuse. Voilà. Selon vous, ben là, on a parlé, c'était une entrevue qui était beaucoup négative. Hein? S'il y avait des points positifs à tous ces événements-là, est-ce qu'il y en aurait des points positifs à ce qu'il y ait autant de migrants illégaux dans des pays d'Europe? Est-ce qu'il y a des bénéfices à ça? Ben, je veux dire,
il y a sûrement, tu sais, mettons, comme des cas individuels. OK. Tu sais, où est-ce que c'est un tel... Ouvre son restaurant. Tu sais, c'est ça, est super... mais moi, je suis plus en... Tu sais, quand je m'exprime, je parle plus en termes de statistiques. OK. Puis en termes généraux, en termes sociologiques, en termes statistiques, et les tendances générales sont pas vraiment favorables. Comme je dis, il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a des études, notamment une étude d'un professeur, je pense, à Harvard, qui s'appelle Robert Putnam, qui, lui, c'est quelqu'un qui était pro-multiculturalisme, hein, puis il a fait effectuer une étude pour montrer que la diversité était une force. Là, quand il est arrivé avec les résultats, il a fait « Oh! » Puis il s'est assis sur son étude pendant quelque chose comme 6 mois. Il ne voulait pas la publier parce que ça montrait justement que la diversité à l'intérieur d'un corps social, ça génère des conflits. Ça aussi, on le voit. C'était contre ses valeurs. Dans le fond, les résultats... Les résultats contredisaient sa prémisse de base, qui était que la diversité est notre force. Ça montrait que la diversité n'est pas une force, elle détruit la cohésion sociale. Il s'est assis sur l'étude, il a finalement publié cette étude-là. Bravo à ce chercheur-là qui a eu le courage de dire la vérité. Elle a été publiée, vous pouvez la trouver sur Internet. J'en ai plein des études, si tu le souhaites. Là, je pourrais t'envoyer mon package d'études. Et c'est ça. Donc, individuellement, il y a potentiellement des bienfaits, mais nous autres, je parle en termes de systémique, en termes de systémique, de statistiques, en termes sociologiques. Ça crée... et c'est pour ça aussi, comme je te dis, c'est parce que dans l'ensemble, ça détruit la cohésion nationale qu'ils le font. Tu comprends? C'est parce que c'est démontré, que ça a toujours été le cas dans le passé, que l'afflux le mélange de différentes communautés détruit la cohésion nationale, qu'ils le font parce que c'est l'objectif politique. Ils veulent détruire le système d'État-nation, passer à un système mondial. Alors, ils le font, c'est ça. Individuellement, il y a des bienfaits, mais dans l'ensemble, c'est néfaste pour les États. Dernière petite question. Qu'est-ce que vous pensez des journalistes? Est-ce que les journalistes, on a vu que c'est mal vu hein, de se positionner d'un côté. Est-ce que vous croyez que les conséquences d'une telle immigration de masse, l'immigration de masse, je veux dire illégale, parce que c'est notre sujet, est-ce que vous croyez que ça change les lignes éditoriales des... Mais tous les médias, la totalité des médias poussent le même agenda. L'agenda mondialiste. Ils sont tous avec les photos qu'ils utilisent, avec les titres qu'ils utilisent, avec les journalistes qui mettent sur les dossiers le système mondialiste est essentiellement défendu et promu par les médias. C'est comme ça qu'on fait avaler la pilule à la population. Les médias sont contrôlés. Dans l'ensemble. C'est très rare. Il peut y avoir un chroniqueur ici ou un chroniqueur là qui s'oppose, mais dans l'ensemble, les médias participent du plan d'utiliser l'immigration de masse comme un cheval de Troie pour détruire le système mondialiste. C'est assez facilement démontrable, ça aussi. Moi, je suis très, très critique par rapport aux médias. Hein, et notamment, c'est ça, à chaque fois qu'ils parlent de migrants, c'est toujours l'optique de la compassion. On ne peut pas dire non à une femme enceinte. Le petit garçon, il pleure. Il n'y a pas de réflexion critique chez les médias. Disons, mettons ça comme ça, là. Il n'y a pas les deux côtés de la médaille, puis il n'y a pas de réflexion critique. C'est unilatéral. Et c'est pour faire avaler la pilule au peuple qui commence à en avoir assez. Et puis les sondages le montrent, puis l'élection de certains partis aussi le montrent. En fait, les médias ils ont dévié de leur trajectoire. Hein. Normalement, les médias, c'était comme le défenseur. C'est des chiens de garde. Ça a toujours été des chiens de garde du système, les médias. C'est pas, que ce soit en Union soviétique ou... les médias aujourd'hui, il n'y a plus d'objectivité dans les médias. Ils ont un agenda à défendre. Ils ont été cooptés essentiellement. Il y a des gens qui disent un journaliste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui collabore ou c'est un chômeur. Une pute ou un chômeur? Ah ben ça, c'est toi qui le dis. J'ai entendu ça quelque part. Ça vient pas de moi. Voilà. Ah ben, Alexis Cossette-Trudel, merci beaucoup de cette entrevue. C'est apprécié. C'est apprécié. Voilà.